Voilà, bien évidemment, l'augmentation de la TVA, les lois langues sont-elles menacées? Autant de thèmes sur lesquels nous reviendrons avec présence sur ce plateau. Léonore de Nussac, bonjour madame. Vous êtes directrice de l'Agence régionale du livre. À vos côtés, Laurent Caratu. Bonjour monsieur. Vous êtes président de Terre de Commerce, Fédération de commerce et services de proximité pour l'ensemble du département, pour les Bouches-du-Rhône. En face de vous, Marie-Dominique Russis. Bonjour madame. Vous êtes présidente de l'Association des libraires de Marseille. Et à vos côtés, Patrick Coulon. Vous êtes éditeur, vous êtes écrivain, journaliste et ancien libraire, parce que cette aventure-là, c'est terminé, Patrick. Oui, ça s'est terminé, oui. Pour quelle raison? On est en train de parler de libraires indépendants ou petits, alors ça dépend où on met le curseur. Je pense que nous, on était une librairie vraiment trop petite, à l'enseigne de la maison d'édition, les cahiers. Peut-être sur une niche qu'on n'a pas su développer, qui était le polar, qu'on n'a peut-être pas assez développé en librairie. Maintenant, il y a beaucoup de petites librairies comme ça qui se créent autour d'une passion plus que de raisons économiques. Elles apparaissent, elles disparaissent. Des fois, au niveau des gens, c'est pas forcément non plus des drames toujours. Quand c'est des gens qui gagnent leur vie avec, bien sûr, là, la circonstance, c'était plus une librairie passion. Le libraire qui est un passionné a remonté une autre librairie entre-temps, donc certaine manière, tout va bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de petites librairies qui disparaissent, mais il y en a énormément qui réapparaissent aussi. Donc il y a une sorte d'équilibrage aussi naturel qui se fait. Est-ce que c'est aussi équilibré que ça, Marie-Dominique Russis? Il y a autant de librairies qui ferment que d'autres qui ouvrent. Donc finalement, on pourrait se dire que l'activité économique de libraire n'est pas si terrible que ça. De toute façon, je crois que le monde. Est-ce que le solde est négatif? Je pense que le monde bouge, le métier se transforme, évolue. Je suis très touchée par le reportage qu'on vient de voir, parce que Molly Fournel fait partie de cette génération de libraires indépendants qui ont défendu le métier, qui ont été militants, qui ont formé de jeunes libraires. Et de voir la fermeture de cette librairie, c'est dommage. Il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas que l'aspect économique, puisqu'elle part à la retraite, puisqu'elle était située dans un endroit bien spécifique, à la Vieille Charité, où il n'y a pas beaucoup d'expositions, voilà. Ceci dit, la relève est là. Il y a de jeunes libraires qui ouvrent des librairies ou qui reprennent, mais effectivement, pas assez. Pas assez pour que le réseau de libraires indépendants soit plus étendu qu'il ne l'est dans sa fonction première, c'est-à-dire un réseau de proximité, un réseau culturel de proximité. Léonore de Nussac. Oui, alors en fait, le solde, on l'a pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais. Et par exemple, on sait que sur les 201 librairies indépendantes sur la région. Voilà, à peu près. Et sur les 4 dernières années, il y a eu 21 fermetures, mais 38 ouvertures. Donc le solde est positif. Ouais. Le problème, en fait, c'est les conditions d'exercice du métier qui, comme il a été dit dans le reportage, sont de plus en plus périlleuses. Et en effet, la condition d'exercice du métier, quand on entend faible. D'accord, quand on entend le... Oui, les chiffres sont étonnants. On entendait tout à l'heure le monsieur de Maupetit, là, c'est assez donc insensé. Les petits sont menacés. Ouais. L'augmentation du gasoil par rapport aux livraisons, faut préciser qu'une librairie, elle est livrée tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Plus les réexpéditions, donc effectivement, il y a des coûts de transport qui sont relativement importants et les transporteurs font pas cadeau de cette prestation-là. Et puis il y a le coût des loyers aussi qui impactent durement. Comment est-ce qu'on peut lutter finalement contre ça? Est-ce que vous avez des solutions, vous qui êtes très, via votre agence, très vigilante par rapport à ça? Alors, vous l'avez... Puis on posera la question à Laurent Caratu après. Oui. Alors, en fait, effectivement, le paysage est un peu sombre parce que d'un côté, on a les charges, comme vous l'avez dit, qui augmentent, avec principalement les transports, les loyers et d'autres types de charges. Et parallèlement, la part de marché pour la librairie indépendante qui a tendance à se réduire et surtout pour les petites, c'est-à-dire les grosses librairies indépendantes et les librairies de réseau s'en tirent plutôt bien ces dernières années, mais les petites en milieu rural ou en ville s'en tirent moins bien. Alors, il y a soit la stratégie, comme Patrick l'a évoqué, de niche, c'est-à-dire les librairies très spécialisées. On a vu éclore beaucoup de librairies en BD et en jeunesse, qui sont les deux secteurs éditoriaux. Et ça marche? Qui tirent le marché, ça marche pas trop mal, oui. Et par ailleurs, des solutions innovantes qu'on attend, mais notamment pour faire face à la montée du e-commerce, c'est-à-dire la vente de physique. Bien sûr, bien sûr. Alors, Laurent Caratu, on a tous en mémoire toutes ces librairies qui fleurissaient à Marseille, il y en avait partout, un petit peu comme les disquaires, il y avait plein de disquaires, et c'était très agréable parce que lorsqu'on allait dans ces lieux-là, on avait une vraie relation client-vendeur qui allait au-delà de cette simple relation commerciale, c'est-à-dire qu'on avait un vrai
conseil. Aujourd'hui, tout ça a l'air de disparaître. Comment est-ce que vous gérez cette disparition, vous qui vous occupez justement de ces commerces de proximité qui créent, au-delà de participer au tissu économique, qui créent du vrai lien social? Il crée du lien. Alors c'est vrai que l'histoire des libraires me rappelle l'histoire du commerce en général, du commerce indépendant, du commerce de centre-ville. Je crois que au niveau commercial, les indépendants doivent se remettre en question sans arrêt, que ce soit pour du livre ou pour tout autre secteur d'activité. Et même sur la grande... Il n'y a pas une particularité du commerce culturel, entre guillemets. Pour vous, c'est pareil. Être libraire ou vendre des coquillages, c'est la même chose. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir précisément les ficelles de la librairie, mais disons qu'il y a des mécanismes qui restent, à mon avis, universels dans le commerce de centre-ville, le commerce de proximité, comme le service, vous l'avez dit, le contact humain. Or, on parle beaucoup d'e-commerce. Alors, l'e-commerce apporte de la massification des achats, apporte de la souplesse dans les achats. Acheter à minuit, 1h du matin, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais on ne pourra jamais remplacer le conseil personnalisé, le contact humain et évidemment une véritable expérience. Et mon rôle au sein de Terre de Commerce, c'est de pousser nos adhérents à réfléchir sur l'expérience. Quelle expérience ils apportent à leurs clients? Alors sur une librairie, je ne sais pas, j'ai pas d'éléments à vous offrir aujourd'hui, mais même les grands opérateurs du commerce réfléchissent sur l'expérience polysensorielle, par exemple pour les centres commerciaux. Aujourd'hui, les centres commerciaux qui fonctionnent, ce sont les centres commerciaux qui apportent autre chose que simplement une mise à disposition des marchandises. On a beaucoup parlé de la concurrence de la grande distribution. Il y a peut-être une information que les gens n'ont pas forcément, c'est que le livre, qu'on l'achète à la Fnac, au Virgin Megastore, Cultura, pour citer les marques les plus connues, ou chez le petit libraire de son quartier, on va le payer le même prix. On va payer le même prix. D'ailleurs, c'est marqué sur le livre, il est imprimé par les éditeurs. Ça. En fait, depuis 30 ans, les politiques se sont rassemblés pour défendre le livre, parce que justement, le livre n'est pas une banale marchandise. Ce n'est pas une marchandise comme les autres. Il y a des enjeux culturels, des enjeux de société, et donc c'est la raison pour laquelle nous le défendons bec et ongle. C'est tout ce que vous avez dit sur la relation de proximité dans les quartiers. Et en plus, ce sont des professionnels qui ne vendent que des livres et qui connaissent et qui savent conseiller et qui savent défendre ce qui est important. Cette loi Lang, non seulement donc, le prix est le même partout, mais aussi et surtout, elle a permis de consolider et de préserver le réseau des libraires indépendants. Et l'enjeu qui est là-dessous, c'est de préserver la diversité de l'offre. C'est-à-dire que d'une manière générale, en supermarché, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de livres, mais en librairie, il y a beaucoup plus de titres. Donc le choix... Mais c'est important. Voilà. C'est important ce que vous dites. La loi Lang, c'est 1981, on voit la date juste derrière moi. Pour la résumer de façon très rapide, c'est effectivement un prix unique du livre, c'est pour préserver les petites librairies, entre autres, de la grande distribution. Seul un rabais de 5% est possible. Seul un rabais de 5% est possible. Patrick Coulon, sur cette concurrence par rapport à la grande distribution, cette concurrence développée, Laurent Caratu en parlait il y a quelques instants, à travers l'e-livre, c'est-à-dire les achats sur Internet, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez, à un moment donné, imputer une petite part de responsabilité par rapport au fait que vous ayez fermé, vous, votre librairie? Oui ou non, je ne sais pas, vous n'avez pas analysé ça. On n'a pas vraiment analysé ça finement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut se positionner aussi dans un autre endroit de la chaîne, en tant qu'auteur ou qu'éditeur, par exemple, qui sont donc des éléments très importants de la chaîne du livre aussi. La manière dont le livre est vendu, il faut qu'il soit vendu partout, quoi. C'est notre souci, mon souci en tant qu'éditeur, par exemple. C'est pas forcément que le livre soit vendu par des petits libraires. Bien sûr que c'est bien s'il est vendu par des libraires indépendants parce qu'il y a une dimension humaine, une dimension de conseil qui existe rarement ailleurs. Mais il faut aussi que les livres soient distribués en ce qui nous concerne pour être lus par d'autres types de diffusion, y compris le e-commerce, y compris sur des tablettes, etc. Tout est bon parce que ce qu'il faut, à mon sens, la chose importante à défendre dans cette affaire-là, c'est d'abord la lecture. Non, mais bien évidemment. Alors, Léonard de Nussac, factuellement, est-ce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que la nouvelle génération ne lit pas, est-ce qu'aujourd'hui, on lit moins
qu'avant? Est-ce que nos enfants lisent moins que nous? Ou est-ce que c'est juste les modes de lecture qui ont changé? Alors, et je pense effectivement aux tablettes numériques, etc. C'est la question qui se pose. Alors, quand on parle de défendre la lecture, effectivement, on sera tous d'accord. La lecture baisse, la lecture approfondie baisse. Tous les chiffres le montrent. En revanche, il y a très peu de chiffres, parce que c'est extrêmement difficile de les avoir sur la lecture sur d'autres médias, type Internet. Et quand vous parlez de lecture, juste une précision, quand vous parlez de lecture, c'est tout type de lecture, hein. Que les livres, d'accord. C'est pas lire un journal sur Internet, un magazine. C'est d'autres analyses. Ou un texto sur son portable. La lecture de livres. Et pour rebondir sur ce que dit Patrick, en effet, d'abord, les gens ne savent pas, il faut le marteler, que le prix du livre est le même partout. Donc je vous remercie de le dire, parce que les enquêtes montrent que dans l'inconscient, les gens pensent que, et sur Internet, et en grande surface, c'est moins cher. C'est complètement faux. Donc, allez chez votre libraire, première chose. Et deuxièmement, la diversité de l'offre n'est pas du tout présentée de la même manière. C'est-à-dire que quand vous allez sur Internet, où vous savez ce que vous cherchez, c'est tant mieux. Mais si vous ne savez pas, vous allez avoir l'afflux publicitaire, l'afflux des grosses maisons. La diversité n'est pas représentée, alors qu'elle est davantage possible, en tout cas, en librairie. Non. Au risque d'avoir un avis un petit peu décalé par rapport à... Mais c'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà. Je voudrais revenir sur l'idée de prix fixe. Moi j'ai posé une question, personne n'y a répondu, mais c'est pas grave, hein, je vous en prie. Non mais allez-y. L'idée de prix fixe, pour moi, c'est un petit peu l'antithèse de la valorisation d'un talent. Alors je suis d'accord que c'est un bien culturel, c'est un bien qui n'a rien à voir avec un bien normal. Hein. D'ailleurs, on pourrait peut-être ne pas l'appeler bien, c'est un bien culturel, enfin bon, bref. Mais je regrette, mais quand moi je suis dans mon commerce, que j'apporte un service personnalisé à mon client, qui est éminemment supérieur à celui qu'on peut apporter sur Internet ou en grande surface, j'aimerais bien valoriser mon produit ou mon bien. Donc je ne vois pas pourquoi je le vendrais moins cher ou au même prix que sur Internet. Donc vous êtes en train de dire que dans les librairies indépendantes, il faudrait que les prix des livres soient plus chers que dans... J'ai pas dit ça. Non, mais je sais pas, j'essaie de comprendre. J'ai dit simplement que le prix fixe peut-être apporte une perversion de l'offre qui me semble préjudiciable à tout ce qu'on défend, c'est-à-dire la proximité, le service. Et je pense que... Laissez terminer Laurent, vous n'êtes pas d'accord, vous aurez la possibilité de répondre. Pour un libraire ou un commerçant en général qui va créer par exemple dans son commerce un salon de lecture particulier ou un conseil personnalisé, comment valoriser sur le prix de l'article qu'il va vendre? Léonore de Nussac. Oui, non, ça c'est des belles paroles, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas eu de loi langue pour les disquaires ont disparu. Et même aujourd'hui, comme vous le savez, la FNAC, qui a été extrêmement en pointe ces 30 dernières années, elle annonce vraisemblablement une fermeture de ses portes et cherche repreneur. Donc non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les biens culturels, puisque vous les appelez comme ça, sur les biens culturels, c'est absolument démontré que la loi langue a préservé un tissu hyper dense de librairies en France, comparativement à d'autres pays qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce dispositif pour les protéger. Il y a simplement eu un décalage, je pense. Bon. Très rapidement, parce que je voudrais qu'on voit un autre sujet très rapidement. Pour compléter l'idée, d'autant que cela permet justement que les libraires travaillent ensemble, en réseau. Et là, voilà, je témoigne de ceci à travers l'association Libraires à Marseille, puisque toutes les actions que nous menons sont complémentaires et enrichissantes pour les différents libraires, quelle que soit leur taille. On se retrouve tous les mois, tous ensemble, et ce sont les mêmes problématiques qui les rassemblent et qui font qu'ils ne sont pas en concurrence. Alors, tirer le rideau n'est pas une facilité, hein, on vient d'en parler. Exemple, Abanon, c'est dans le département des Alpes d'Haute-Provence. Alors c'est vrai qu'on choisit tout le temps cette librairie, mais enfin elle est quand même symptomatique d'un vrai succès. 500 livres sont vendus par jour. Abanon, c'est une ville de 1000 habitants. Ça veut dire qu'effectivement les clients viennent de partout de la région, voire de France. C'est aujourd'hui la deuxième librairie de France, hein, c'est une librairie indépendante. Voyez le reportage sur cette success story, toujours Laure Bolmont et Dominique Poupardin, et écoutez bien ce que dit le propriétaire du Bleuet. Je suis sûr que ça va vous faire réagir. Écoutez bien. Ici, on trouve le choix du libraire et le chat du libraire, qui est en réalité celui de la voisine. Mais au cœur du village, la librairie, c'est un peu la maison